Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de révolution. Une révolution qui a changé la face du monde, l'a rendue méconnaissable, mais sans faire couler de sang. On va parler de science, de physique en particulier, et notamment de physique quantique, et de la façon dont une période bien précise de l'histoire a absolument bouleversé notre compréhension des lois qui régissent le monde et a profondément changé la façon qu'on a de faire de la science pour toujours. Vous êtes dans le 154 Book Club, bienvenue pour ce nouvel épisode. Inspiration. J'ai choisi un livre aujourd'hui qui parle de science et vous allez voir que c'est hyper fascinant parce qu'en plus de parler de science, on parle de physique, je le disais un petit peu plus tôt, et du développement d'une discipline qui est a priori hyper contre-intuitive. Ça va être ultra intéressant à plusieurs titres. Vous avez des scientifiques qui, au début du XXe siècle, ont, de façon collective, par itération, en échangeant, en s'amaillant aussi parfois sur un certain nombre de points de vue, sur des compréhensions de certains phénomènes, ils ont réussi à imaginer un nouveau mode de pensée et un nouveau monde complet de la physique. Ils ont créé la physique quantique, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit. On a découvert l'atome et on va au-delà, on va dans l'atome, dans le grain de matière, dans le monde des particules. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physique quantique, elle a profondément changé le monde. En 1925, vous avez une équation qui voit le jour, c'est l'équation de Schrödinger, qui pilote la façon dont les électrons se répartissent, se comportent au sein des atomes. Sauf que, pratiquement parlant, de façon appliquée, ce que ça veut dire, c'est que, à peu près 20 ans plus tard, on a l'invention du transistor, en 1947. Et après plusieurs années, on va pouvoir mettre plusieurs transistors sur une seule puce, ce qui va amener le début des ordinateurs. Ordinateurs que vous avez tous chez vous, au travail, ou dans votre quotidien. En 1960, on a la création du laser, qui est utilisé aujourd'hui dans plein de domaines, dans l'industrie, dans la médecine, dans les supermarchés, bref, c'est utilisé au quotidien. Sans parler bien sûr de l'énergie nucléaire, de l'Internet haut débit ou encore du GPS. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les phénomènes liés à la physique quantique, la compréhension de ces phénomènes, a amené une transformation absolue de la société. Et Alain Aspect, qui est prix Nobel de physique en 2022, après avoir travaillé sur des expériences sur la physique quantique, qui a cité les exemples que je vous donnais un tout petit peu plus tôt dans une émission sur France Inter, il considère que cette compréhension, cette invention de la physique quantique, c'est du même ordre que l'invention de la machine à vapeur au 19e siècle qui a lancé la révolution industrielle. Maintenant que vous voyez un peu l'impact que ça a dans votre quotidien, la physique quantique, essayons de nous concentrer sur le livre que j'ai choisi aujourd'hui. L'auteur de ce livre, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, il est né en 1958, c'est un ingénieur, un physicien, et il est aujourd'hui directeur de recherche au CEA, c'est le Centre pour l'énergie atomique et pour les énergies alternatives. Il dirige un laboratoire de sciences de la matière et il a été professeur à Centrale Supélec, avec un focus donc sur la physique quantique, sur l'histoire et la philosophie aussi des sciences. Dans sa carrière, Étienne Klein il a travaillé sur beaucoup de choses et notamment pendant quelques temps au CERN, qui est le Centre européen de recherche sur les particules, qui se trouve en Suisse. En parallèle de ça, il a une œuvre assez importante sur la vulgarisation, avec un certain nombre d'articles, de chroniques et bien sûr de livres dont on va parler aujourd'hui. Le livre que moi j'ai choisi, que j'ai lu, il s'appelle « Il était 7 fois la Révolution », Albert Einstein et les autres. C'est un livre qui rend hommage à des penseurs importants du tournant de la physique, et je pense que la meilleure façon de présenter le livre, c'est encore de vous lire quelques extraits de son introduction. Certaines révolutions sont lentes et ne font pas couler de sang. Au cours des années 1920, la physique a connu une telle révolution, un bouleversement pacifique qui a concerné le seul monde des idées. Les physiciens ont alors compris que les atomes, ces petits grains de matière découverts quelques années plus tôt, ne sont pas des objets ordinaires. Leurs comportements n'obéissent pas aux lois de la physique habituelle, il a fallu en mettre au jour de nouvelles. Cette entreprise a obligé les scientifiques à abandonner, parfois dans la douleur, souvent dans l'ivresse, quelques-uns des principes les mieux ancrés de la physique classique. D'illustres credos se virent alors contestés pour la première fois. En l'espace de quelques années, le monde est devenu méconnaissable. Et les physiciens ont dû inventer une nouvelle physique, la physique quantique, celle de l'infiniment petit. Et un peu plus loin, il écrit aussi « Pour comprendre tous ces phénomènes et les intégrer dans une théorie cohérente, une physique révolutionnaire fut donc nécessaire, la physique quantique.
Des concepts radicalement neufs furent inventés qui conduisirent les physiciens à penser autrement la matière. Une décennie d'effervescence créatrice, d'audace, de tourments et surtout d'intense labeur a suffi à un petit nombre d'entre eux, tous jeunes, européens, pour fonder l'une des plus belles constructions intellectuelles de tous les temps. Ces hommes originaux, déterminés, attachants, pathétiques parfois, ont affronté des problèmes entièrement nouveaux, résolu ce qu'on est en droit d'appeler de véritables énigmes. Ils ont en commun d'avoir été chacun, à sa façon, des génies, d'avoir flirté avec le prix Nobel ou de l'avoir reçu, et surtout d'avoir contribué à faire des années 1925 à 1935 la décennie miraculeuse de la physique. Ils se connaissaient bien, se rencontraient régulièrement, notamment à Bruxelles, au congrès Solvay, ils s'écrivaient souvent, formaient un petit réseau terriblement efficace. Pareil bouillonnement intellectuel demeure unique dans l'histoire de la physique, et le demeurera sans doute, tant les modalités de travail et certaines des interrogations appartiennent à cette époque. Les pères fondateurs de la physique quantique avaient lu les grands philosophes, allant jusqu'à puiser dans leur œuvre une part de leur inspiration. C'est à quelques-uns de ces hommes remarquables, créateurs d'une poésie sophistiquée, que ce livre souhaite rendre hommage. Ces conquérants du minuscule ont pour nom Georges Gamow, Albert Einstein, Paul Dirac et Ettore Majorana, Wolfgang Pauli, Paul Ehrenfest et Erwin Schrödinger. Car nous avons choisi de nous consacrer à des physiciens théoriciens peu connus du public, ou à ceux qui, trop connus, finissent par l'être mal. 7 hommes singuliers, 7 scientifiques d'exception. Vous avez donc compris de quoi on parle, ce livre offre un panorama de 7 portraits de physiciens qui ont révolutionné leur domaine. Gamow, qui est entre autres le précurseur sur l'idée du Big Bang, Einstein, que vous connaissez forcément avec le E égale mc2, et qui est l'auteur de la relativité restreinte puis de la relativité générale notamment, Dirac, qui a prédit l'existence de l'antimatière, Majorana, qui est un génie qui a proposé une théorie des particules qui fascine encore les physiciens plus de 70 ans plus tard, Pauli, qui a imaginé l'existence d'une particule, neutrino, prouvée 25 ans plus tard, Ehrenfest, qui était le meilleur ami d'Einstein, avec des travaux importants en thermodynamique, mais aussi dans la connexion qu'il a pu faire entre ces différentes personnalités brillantes. Schrödinger, que vous connaissez peut-être par l'exercice de pensée du chat dans la boîte, à la fois mort et vivant, on ne sait pas tant qu'on n'a pas regardé dans la boîte, mais qui a surtout trouvé l'équation, j'en ai parlé un peu plus haut, qui pilote le comportement des électrons au sein des atomes. Je vous les ai cités, vous connaissez au moins un, c'est Einstein. Si vous avez fait des études en sciences, notamment dans le supérieur, vous en connaissez peut-être, probablement d'autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre l'un d'entre eux, je vais sélectionner un de ces portraits et je vais vous teaser un peu ce qu'il y a dans ce livre en vous décrivant le portrait. Et après ça, je vous donnerai quand même quelques éléments à retirer de cette lecture. Le physicien que j'ai choisi de vous présenter, c'est Ettore Majorana. Ettore Majorana, il est né en 1906. En Sicile, dans une famille qui est plutôt aisée, puisque sa famille a pu donner des députés, des ministres et même un autre scientifique. Et ce qu'on constate chez Ettore Majorana, c'est que très tôt, il va avoir de grandes facilités pour tout ce qui est nombre, tout ce qui est arithmétique, et donc des facilités de calcul très impressionnantes. Et à savoir que la première partie de son éducation, elle est menée par ses parents, et notamment son père, qui est lui ingénieur des télécoms, et diplômé aussi en physique et en mathématiques. Quelques années plus tard, il va être envoyé à Rome, et là il entrera au collège Massimo, et plus tard à un lycée d'État, Torquato Tasso. Sans grande surprise, c'est un élève qui est brillant, qui comprend vite, mais au-delà de comprendre vite, il comprend plus loin que ce qu'on lui présente. Et ça c'est important, ça va avoir un impact sur la suite. C'est un élève qui est assez réservé, mais il va quand même se faire un ami principalement, qui va jouer un rôle important, c'est Emilio Segre, prix Nobel en 1959 pour ses travaux. Emilio, il va introduire Majorana à un autre scientifique qui s'appelle Fermi. Fermi, c'est un scientifique qui est très brillant, qui a 25 ans, qui est un peu plus vieux que Majorana au moment de leur rencontre. Et à 25 ans, il est déjà à la tête d'un groupe de recherche en physique atomique. Et il a une ambition, c'est de faire de son institut à Rome un centre de renommée internationale, puisque à l'époque, en Italie, la physique quantique, la physique nucléaire, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Je vous passe un certain nombre de détails, et notamment une anecdote lors de la rencontre entre Fermi et Majorana, qui est assez connue et qui est très amusante pour comprendre le caractère de Majorana. Après avoir été coopté, Majorana il va finalement intégrer le groupe,
Et c'est un groupe qui est particulier puisqu'il aura un surnom, je ne vais pas vous le donner en italien parce que j'ai toujours pas appris en 2 secondes, mais le surnom c'est les garçons de la rue Panisperna. Majorana, fidèle à son habitude, c'est un esprit qui est extrêmement vif, mais il a aussi un esprit critique qui est très acéré, et tout ça c'est contrebalancé par une personnalité, sans grande surprise, un peu particulière, un peu abrupte, qui, je cite, pourfend la médiocrité et l'esbrouffe sans complaisance aucune, ni pour lui, ni pour les autres. Et cette personnalité lui vaudra notamment le surnom de Grand Inquisiteur. La connaissance de la production scientifique de Majorana, elle a été assez variable et au moment de l'écriture du livre, en 2005, on pensait qu'elle était assez réduite et que finalement, entre 1928 et 1932, il n'y avait que 7 articles qui avaient été publiés, dont 6 portent sur de la physique et 1 plutôt sur de la sociologie. Pour précision, on a retrouvé plus tard des milliers de pages de calculs, de carnets, de théories. Et ces carnets, ces théories ont été produites plutôt entre 1933 et 1937, donc une période vraiment très fertile en production scientifique. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'écriture du livre, en 2005, ces archives n'étaient pas encore connues, et elles ont été connues, je crois, en 2006, juste après la publication du livre, lorsqu'il y a eu un colloque pour le centenaire de la naissance d'Ettore Majorana. Dans sa production scientifique, on va retrouver notamment un article qui décrit des phénomènes qui sont utilisés aujourd'hui en imagerie, mais on va aussi retrouver un article qui va surprendre par sa fulgurance, puisqu'il réinvente une façon d'utiliser des concepts mathématiques qui n'avaient jamais été vus auparavant. Donc rien que ça montre un peu la fulgurance, je l'ai déjà dit, la fulgurance et la capacité qu'a l'esprit de Majorana d'aller vers l'abstrait et de réinventer les choses. En 1932, il va se passer quelque chose d'important. Les époux Frédéric et Irène Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie qui est la fille de Pierre et Marie Curie, les époux Frédéric et Irène Joliot-Curie vont publier les résultats d'une expérience, et quand Majorana va voir les résultats de cette expérience, il va réaliser ce que eux n'ont pas compris. Il est au milieu de la bibliothèque de l'université, et en fait, en regardant les résultats, il va dire « Ces crétins, ils n'ont pas compris qu'ils viennent de découvrir le neutron ». Or, à l'époque, on ne savait pas que cette particule, le neutron, était une vraie particule, qu'elle existait vraiment. Si vous voulez, Majorana, il s'est rendu compte que l'hypothèse de l'existence de cette nouvelle particule qui avait été émise quelques années auparavant venait d'être prouvée. Et quelques jours plus tard, il se trouve qu'un autre scientifique a effectivement démontré que l'expérience de Frédéric et Irène Joliot-Curie était la démonstration de l'existence de cette nouvelle particule. Il a su, finalement, Majorana, avant eux, qu'il venait de faire cette découverte qui est hyper importante, et à nouveau, ça vous montre un peu la projection qu'avait le génie de Majorana. Mais à nouveau, dans ce cas-là, il ira plus loin, parce qu'il comprend que si on a une nouvelle particule, ça change absolument tout. Parce qu'à l'époque, on n'avait la connaissance que de 2 particules, l'électron et le proton. Donc si on rajoute une nouvelle particule, ça change finalement l'architecture de la matière, ça change l'architecture de l'atome. Et donc le jour même, il va mettre en place une théorie révolutionnaire qui parle des interactions entre ces 3 particules, mais cette théorie, il va se refuser à la publier. Et il va se refuser à la publier alors même qu'il a présenté cette théorie à Fermi, Fermi qui l'a trouvé absolument incroyable, qui va dire qu'il faut vraiment la publier, que c'est hyper important, mais il va s'y refuser. Et en fait, ils vont trouver une sorte de compromis. Fermi va se rendre à une conférence sur la physique nucléaire, où il va présenter cette théorie que Majorana a mis en place, mais sans dire que c'est Majorana qui l'a inventée. Parce que Majorana, il ne veut pas se mettre en avant, il refuse de présenter cette théorie sous son nom. Et on se rendra compte un peu plus tard que finalement Heisenberg, à peu près au même moment, a développé un modèle qui est similaire à celui qui avait été produit par Majorana, mais de façon moins riche, moins importante. Et c'est assez amusant parce que, avec cette production de théorie par Heisenberg, Majorana il se dit bon bah finalement, Heisenberg il a un petit peu les mêmes idées que moi, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'il propose, et je vous épargne à nouveau des détails, mais il va se retrouver en Allemagne et il va collaborer avec Heisenberg. Sachant qu'on arrive dans une période un peu particulière de l'histoire, parce que ça c'est en 1933, et donc en janvier 1933 en Allemagne, on a l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Toujours en 1933, il y a un autre article assez fondateur qui est publié, qui est considéré encore aujourd'hui par certains comme étant un peu prophétique. C'est une théorie sur l'électron et le positron. C'est une théorie assez ardue, parce qu'elle marie la relativité restreinte d'Einstein et la physique quantique, et sa théorie,
Elle est similaire à nouveau à celle d'un autre scientifique, Dirac en l'occurrence, qui est lui le précurseur sur l'antimatière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf que lui, Majorana, il a travaillé sur le sujet, mais en mieux. C'est-à-dire que l'équation qui est proposée par Majorana, elle est plus symétrique au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'elle est plus précise, grosso modo, et elle a des solutions qui sont plus riches, qui sont plus complètes. Donc à chaque fois, Majorana, il voit plus loin que les autres. Il arrive à projeter plus loin que les autres et à créer et conceptualiser des choses que les autres n'arrivent pas à faire. C'est d'autant plus important que cette théorie de Majorana, elle est un peu considérée comme prophétique, parce qu'elle admet comme solution, comme possibilité, des particules particulières qu'on appelle les particules de Majorana, qui pourraient faire le lien avec la matière noire. Or, la matière noire, c'est un constituant hyper important de notre univers. Ce qui veut dire que dès 1933, un scientifique a pu imaginer une théorie qui potentiellement pourrait répondre à l'un des plus grands mystères de l'univers encore aujourd'hui. Il faut savoir que plus de 80 ans après sa mort, les théories de Majorana, elles sont encore d'actualité. Elles sont au cœur de certaines recherches, de certaines expériences, et si les résultats s'avèrent positifs, ça pourrait avoir des impacts hyper importants dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique. Autrement dit, ça changerait la compréhension de pans entiers de la physique, voire notre compréhension du monde et de l'univers dans son ensemble. L'impact de Majorana, il est phénoménal, et même dans la culture populaire, si je puis dire. Pour l'anecdote, par exemple, récemment, Microsoft, qui a sorti une puce informatique dite quantique, qui se baserait soi-disant sur ces fameuses particules dont on n'a pas encore réussi à prouver l'existence. Une puce quantique, donc, qui s'appelle Majorana One, et qui porte sur ses travaux et exploiterait ces particules. Bon, tout ça c'est super, vous avez peut-être compris seulement la moitié de ce que je vous ai dit, mais pourquoi vous ne connaissez pas Majorana si ces travaux sont si fantastiques, formidables et qui sont vraiment révolutionnaires? Pourquoi vous ne le connaissez pas? Le 25 mars 1938, Majorana embarque à Naples sur un navire qui va vers Palerme. Il est âgé de 31 ans et il se volatilise. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il existe des lettres aux alentours de cette période, mais on ne sait pas. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. La seule chose que l'on sait, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il aurait organisé, qu'il aurait orchestré sa disparition en brouillant un certain nombre de pistes. Et il y a beaucoup d'anecdotes qui montrent qu'il y a une ambiguïté, qu'il y a quelque chose de particulier, des incohérences dans son récit, à la fois dans ses lettres, à la fois dans des échanges qu'il a eus avec d'autres scientifiques quelques semaines avant sa mort. Il y a des choses qui sont très bizarres, qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors il y a un certain nombre de pistes qui existent. Certaines évidemment envisagent l'hypothèse du suicide, d'autres l'hypothèse d'un enlèvement, notamment par les nazis pour travailler sur une future bombe nucléaire à l'époque. D'autres hypothèses encore imaginent un exil pour l'Amérique du Sud, voire encore un retrait dans un couvent pour s'isoler du monde. Et pour couronner le tout, en 2015, le bureau du procureur de Rome a publié un communiqué qui aurait indiqué qu'Ettore Majorana était probablement vivant entre 1955 et 1959, donc 20 ans après les dernières traces qu'on aurait eues de lui, et qu'il aurait vécu au Venezuela. Alors, est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il était en vie? On n'en sait rien. Il y a plein d'autres informations, et quand on commence à creuser, il y a des incohérences et des ambiguïtés partout. Étienne Klein a d'ailleurs réalisé une enquête plus approfondie sur ce personnage et a sorti un reportage ainsi qu'un livre dédié. Mais quoi qu'il en soit, Majorana, son génie, sa disparition mystérieuse, tout ça, ça vient parachever le portrait d'un personnage qui est à la fois aussi brillant qu'intrigant. Venons-en maintenant à la conclusion de ce petit épisode. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ici, dans cet ouvrage, un recueil de portraits de physiciens parmi les plus illustres. C'est à la fois un hommage et à la fois une photo à l'instant T d'un moment de l'histoire très particulier. C'est un récit historique dans la marche de l'histoire des sciences. Et moi, j'ai envie de faire un petit lien assez rapide avec un livre que je suis en train de lire en ce moment. Un livre de Gaston Bachelard qui s'appelle Le Nouvel Esprit Scientifique. Bachelard, c'est un professeur de physique, un professeur de chimie, mais c'est aussi et surtout un philosophe de l'histoire des sciences qui, lui, a vécu justement à cette période, dans les années 1925 à 1935. Et ce que nous dit bien Bachelard, c'est que cette période qui est miraculeuse pour la physique, elle a profondément
changé la façon de faire de la science, elle a changé la psychologie des chercheurs. Pour comprendre le monde, les scientifiques ont dû non plus se fonder uniquement sur l'expérience, parce qu'il était difficile à l'époque d'observer un atome, un électron directement, mais par contre, ils ont dû imaginer un contexte, utiliser un mélange à la fois entre la raison et la pratique, et inventer des mathématiques, inventer un formalisme mathématique qui permettait d'expliquer tout ça. Ils ont dû inventer des théories qui permettaient d'expliquer tout ce qu'ils envisageaient et pour ensuite essayer de prouver ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient imaginé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça implique de remettre en cause tout ce qui a été connu précédemment, de remettre tout en question, tout qu'il y a eu énormément de doutes, il a fallu détruire toutes les intuitions les plus basiques pour progressivement réussir à reconstruire de nouveaux modèles et tirer des interprétations de ce qu'on pouvait observer au jour le jour. Ces scientifiques ont dû apprendre à construire à partir de rien en fonction de ce qu'eux-mêmes et d'autres scientifiques ont pu intellectuellement imaginer pour pouvoir expliquer la marche du monde. Voir cette époque, comme a pu en être témoin Bachelard, sentir cette époque, vivre cette époque, ça a dû être une effervescence phénoménale. Imaginez-vous juste un petit instant. On vous met dans une pièce avec les plus grands esprits du monde. Que pourriez-vous faire ? Avec un environnement comme celui-ci, vous êtes en état de stimulation intellectuelle perpétuelle avec un progrès constant. Tout est possible. Ça s'est déjà un peu entendu avec les éléments que je vous ai donnés, mais comme le dit l'expression, imaginez-vous que les plus grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que ça peut donner ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne tout simplement une révolution, ou plutôt, cette fois, la révolution. Merci à tous de m'avoir écouté, c'est une fin d'épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux, sur les plateformes et de nous mettre les étoiles pour le recensement. Partagez l'épisode et sinon on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.